Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce webinaire organisé par Carnoto. Mon nom est Marie Giraud, je suis la gérante de la plateforme Act Match qui s'occupe de l'organisation technique du webinaire. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à l'IA et le big data pour les PME de la mobilité intelligente. Et vous voyez nos deux intervenants qui sont connectés aujourd'hui. À votre gauche, Gérard Cambillot, qui est représentant de Carnoto à l'Institut Mines Télécom. Et à sa droite, Pierre Pleven, qui est conseiller stratégique IA et Big Data chez TerraLab. Donc, les deux intervenants vont prendre la parole d'ici quelques instants. Avant simplement de passer à cette phase-là, je voulais vous donner quelques informations sur l'interface pour que vous soyez autonome dans l'interactivité avec nous. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez en haut à droite de votre interface, attendez, je passe à la slide d'après, voilà. Vous avez des petits boutons plus, moins et des boutons pour décider ce que vous mettez en valeur dans l'interface. Donc, vous pouvez mettre soit la webcam d'un des intervenants, soit les slides et vous pouvez augmenter la taille des slides. Vous verrez pour certains schémas pendant l'intervention, ce sera probablement utile de pouvoir faire ça. Et cela n'impacte que votre interface à vous, donc n'hésitez pas à jouer avec ces boutons-là. Et puis, très important, pour pouvoir échanger avec nous, vous avez un module conversation. Donc, c'est la petite bulle avec les deux traits horizontaux. Si vous cliquez sur cette bulle, vous allez avoir la possibilité, en cliquant sur tous, de transmettre des questions qui tombent par l'intermédiaire d'un chat. Ce qu'on fera, c'est qu'on répondra probablement plutôt aux questions dans un deuxième temps, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont de toute façon être traitées pendant l'intervention. Voilà, mais vous pouvez de toute façon d'ores et déjà poser vos questions à l'assistance. Et puis, vous verrez, on fera aussi quelques sondages dans l'interface. Donc, vous verrez apparaître à un moment donné une question et vous aurez la possibilité d'y répondre et de soumettre ensuite votre réponse. Voilà, donc c'est simplement ce que je voulais vous dire donc, pour l'intervention. C'est Gérard qui va commencer cette session avec la présentation de Carnoto. Et puis ensuite, Pierre rentrera dans le vif du sujet sur IA et Big Data pour les PME de la mobilité intelligente. De mon côté, je reste connectée et là pour vous aider en cas de difficulté. N'hésitez pas à me solliciter. Voilà, donc Gérard, je vous laisse la main. Je vous mets les slides. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et n'hésitez pas à interagir avec nous avec le chat. À tout à l'heure. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au nom de Carnoto et au nom du Carnot Télécom Société Numérique, qui est un élément du groupe des centres de recherche Carnot. La filière Carnot, disons, comme vous le savez sans doute, est une filière qui a pour objectif de développer une recherche partenariale au niveau des entreprises. Donc, permettre, disons, en particulier aux PME, de trouver dans les chercheurs des instituts Carnot, du réseau Carnot, un accueil, disons, une façon de développer, de valider, grâce à un certain nombre d'éléments qui sont des plateformes. Voilà. Alors, Carnoto, donc, fait partie donc de la filière automobile et mobilité, et nous sommes 9 instituts Carnot, disons, à en faire partie. Voilà. Les axes principaux, les défis, comme on dit, à relever sont le côté motorisation et vecteur énergétique, matériaux et architecture, et après TIC et mobilité. Donc c'est dans ce troisième axe, troisième défi, disons TIC et mobilité, que se situe actuellement le webinaire qu'on vous présente. Alors, une des caractéristiques de Carnoto, c'est de mettre à disposition aux entreprises, aux PME, aux ETI, aux startups, un certain nombre d'experts, un réseau d'experts très important. Vous voyez sur l'écran les nombreuses thématiques qu'ils peuvent vous aider à développer. Et donc, bon, on est à votre disposition pour, à partir d'un projet, d'une idée, vous aider à la développer. Or, nous, Carnot Télécom et Société Numérique, on est positionné, comme je disais précédemment, dans le côté protocole de communication, tout ce qui est 5G, capteur intelligent, donc tout ce qui est Internet des objets, tout ce qui est big data, tout ce qui est
toutes ces techniques du numérique qui sont de plus en plus essentielles dans la mobilité, aussi bien un véhicule autonome que masque, que aspect un peu plus maintenance prédictive. On a un fort ancrage régional puisqu'on a beaucoup d'instituts qui ont des succursales à Paris, en province, en région, en Bretagne, dans le Nord. Donc nous, Télécom Société Numérique, on est très présent à Sophia Antipolis, on est très présent en Bretagne, qui est un lieu où on a développé pas mal de plateformes, à Paris également, voilà. Donc je répète encore une fois, notre réseau d'experts est à la disposition des TPE, des PME, des ETI. On est là pour vous accompagner grâce à nos plateformes qui vous permettront de valider un certain nombre de vos idées, grâce à nos chercheurs qui permettront d'aller un peu plus loin dans la conception, l'innovation que vous avez. Et donc, on va vous accompagner sans problème. Et c'est pour ça que après ce webinaire, on peut retrouver nos experts, donc Pierre et puis d'autres, de l'Institut Télécom Société Numérique, à l'occasion d'un challenge flash. Donc, il y a quelques dates. Donc, voilà la première, le 6 mai, à Paris, dans lequel on vous attend, disons, vous, les entreprises qui ont été intéressées par le webinaire, qui avaient des idées à faire valider ou à soumettre à notre réseau d'experts. L'objectif du Challenge Flash Carnoto, comme on l'a imaginé, c'est de tester une méthodologie, une façon de mettre en relation des entreprises et des laboratoires de recherche publique française d'excellence et de voir comment on peut passer d'idées d'innovation à des projets en R&D. Dans la journée Challenge Flash organisée par Carnoto, nous avons d'abord eu une présentation des différents experts issus de différents laboratoires qui nous ont présenté une partie de leurs travaux. Par la suite, nous avons eu un rendez-vous avec l'expert qui nous intéressait le plus pour les problématiques qui nous concernent à l'heure actuelle. Cet entretien confidentiel a permis de détailler un petit peu plus nos attentes. C'est intéressant parce que ça permet de voir ce qui se fait, clairement des supports qu'on peut avoir en tant qu'industriel et des axes de développement sur des projets qu'on a en maturation. L'intérêt de participer à la journée Challenge Flash organisée par Carnoto, c'est de comprendre comment Ascolab peut s'interfacer avec les différents laboratoires universitaires et d'écoles de la région lyonnaise. Cette journée, ça a vraiment permis de réidentifier certains verrous technologiques pour répondre aux enjeux de demain. C'est l'occasion de réunir des compétences d'entreprise et de laboratoire pour pouvoir pousser plus loin nos thématiques de recherche. Ce Challenge Flash, pour moi, est une très bonne idée, ce qui permet de mettre en contact, en relation, des entreprises type PME et ETI avec des laboratoires de recherche pour avancer sur des sujets de développement ou d'innovation. Merci beaucoup à Carnoto pour l'organisation de ce Challenge Flash et avec plaisir pour une prochaine fois. Voilà donc pour la présentation du Challenge Flash. On vous propose un premier sondage justement au sujet de ce type d'événement. Donc n'hésitez pas à répondre si vous êtes intéressé a priori, vous n'avez pas d'engagement. Vous répondez oui, non ou ne se prononce pas et vous soumettez avec le petit bouton vert. Donc n'hésitez pas à nous dire si a priori vous êtes intéressé par ce Challenge Flash, sachant qu'en fin de webinaire, vous aurez la possibilité d'accéder directement au formulaire d'inscription si jamais ce Challenge Flash peut vous intéresser. Voilà, donc vous êtes très nombreux à ne pas vous prononcer pour l'instant. Peut-être vous attendez les interventions, notamment de Pierre, pour aller plus dans le vif du sujet. Voilà, donc merci beaucoup de cette réponse. Alors, je vais remettre la présentation en ligne. Voilà, et donc c'est Pierre qui va suivre la présentation pour la suite de ce webinaire. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Pierre Pleven, je suis conseiller stratégique de la plateforme TerraLab, une des plateformes du réseau TSN. On ne va pas décrire la plateforme maintenant, on y reviendra tout à l'heure si vous le souhaitez. C'est un des moyens mis à disposition pour justement avancer sur la concrétisation d'un certain nombre de projets. Alors on y va. Pouf. Alors,
Intelligence artificielle, je suppose que vous en entendez parler 3 fois par jour, si ce n'est plus. Donc on va juste aborder le point sous un angle un peu déjà philosophique, et ensuite on va descendre vraiment dans la technique. Il y avait Bugaev qui, dans une grande réunion au 19e siècle, demandait la définition de l'intelligence. Et dans la salle, il y avait plein de docteurs, plein de vraiment des gens très importants, etc. Et ils n'ont jamais réussi à définir l'intelligence. Donc, Monsieur Bugaev a dit bon bah si vous savez pas ce que c'est que l'intelligence, je range mes cahiers et on arrête la réunion. Bon, donc voilà, déjà l'intelligence c'est déjà assez compliqué à définir. Maintenant, l'intelligence artificielle c'est encore plus compliqué. Donc, quand on convertit cette slide en interactif, j'interroge les participants. On va pas le faire ici, mais bon, un certain nombre de mots clés qui peuvent se rapporter à l'intelligence. Bon, raisonnement, connaissance, et il y en a un que j'essaye de faire dire parce que c'est quand même aujourd'hui un des mots clés qui définit mieux les avancées de l'IA aujourd'hui, c'est bien sûr apprentissage. Donc voilà, donc dans l'intelligence très difficile à définir, mais si on a un seul mot, un seul concept à retenir pour l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est plutôt l'apprentissage et je vais vous dire pourquoi. Donc l'intelligence artificielle, ça fait très longtemps qu'on en parle. Hein. Vous voyez, je suis pas tout jeune. Hein. J'en parlais déjà quand j'étais en Silicon Valley dans les années 80, par là. Donc il y a eu depuis Turing dans les années 50 des hauts et des bas dans dans la définition, dans les travaux sur l'intelligence artificielle. Bon, il y a eu des creux, des bosses, etc. Et on va pas revenir sur tout l'historique, hein, je veux dire, on en parlait déjà il y a très 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 longtemps. Mais bon, on voit qu'à partir du 21e siècle, bon là, on a vraiment une tendance forte sur l'importance de l'intelligence artificielle et on va y revenir. Donc pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Alors, la Renaissance, elle date justement des années 2000 et depuis 2010-2012, et on va voir quelles sont les évolutions majeures qui ont marqué cette Renaissance. Donc déjà des progrès théoriques, principalement dans ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage machine, les réseaux de neurones et deep learning. On va y revenir. Donc il y a des projets, il y a quand même des avancées théoriques, mais qui sont peut-être pas forcément les plus importantes. Les réseaux de neurones, ça fait très longtemps que ça existe, sauf que maintenant on peut les mettre en œuvre. Donc pourquoi on peut les mettre en œuvre? Parce que on a une augmentation de la puissance du matériel, la loi de Moore, tout le monde connaît, et en particulier les capacités de stockage et la mise en place aujourd'hui d'algorithmes de réseaux de neurones, en particulier sur les processeurs de type GPU. On y reviendra si vous le souhaitez. Ensuite, des victoires médiatiques. Hein, donc évidemment, nos amis américains ont surfer sur cette vague avec bon les grandes histoires de Deep Blue contre Kasparov, de Jeopardy en 2011, DeepMind sur AlphaGo, donc tout ça fait parler, ça crée du buzz et on va voir quand même que même si ces victoires sont extraordinaires, il y a quand même un certain nombre de restrictions à faire. Donc l'internet grand public qui est à la fois on va voir qui a mis en œuvre les moteurs de recherche que vous connaissez tous, qui permet des déploiements d'architecture massivement distribuée, ou ça dans le cloud. Le cloud, c'est aussi un des éléments majeurs parce que c'est évident que toutes ces ressources ne peuvent être on n'a pas besoin de les avoir ni dans son bureau, ni dans son labo, ni dans son entreprise. Elles sont accessibles par le cloud.
Un point super important, on va y revenir plein de fois, c'est la disponibilité de très gros volumes de données. Bon, pour apprendre, et on va le voir, il faut des données. Aujourd'hui, on va y revenir dans la présentation, un grand nombre de données qui sont tout le monde pense aux données personnelles avec les grands réseaux de type Facebook, etc. Mais on va voir que les sources de données sont bien plus importantes, en particulier dans le domaine industriel. Et là aussi, c'est des opportunités importantes. Et donc la culture d'open source, bien sûr, tout ça, ça aide parce que ça permet de capitaliser plus rapidement. Et beaucoup d'applications commerciales, hein, dont les premières sont le e-commerce, hein, bien sûr, hein, la finance, sont déjà dans l'ère de big data et d'intelligence artificielle depuis le début du siècle. Hein. Quand on va sur Amazon, on s'en rend compte tout de suite. Les recommandations et toutes les offres que vous recevez sur vos tous médias numériques, ça, c'est la partie la plus visible de la valeur de l'IA. Alors de la valeur au sens neutre du terme. Je me suis pas prononcé sur un jugement de cette valeur. Ok, donc bon, ça fait bien sûr beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur. Bon, on dit tout le monde y va de sa peur. Faut-il avoir peur? Faut-il avoir peur? Tout le monde se prononce sur les angoisses, parce que ça fait aussi vendre beaucoup de papier, hein, c'est évident. Hein, les médias en sont friands. Juste un point là, vous aurez ce lien. Si vous voulez, il y a une somme, comme on dit, intéressante de tout ce qui concerne justement tous les concepts, etc. Je cite toujours le livre, parce que c'est un livre de notre ami Olivier Srati qui est disponible en téléchargement gratuit au lien ci-dessous. Voilà. Next. Les craintes, la peur, les craintes, bon, on va ensuite sortir de ces craintes et de cette peur, ne vous inquiétez pas. Philosophique, hein, est-ce que la machine va remplacer l'homme? On n'a jamais autant parlé d'éthique que depuis qu'on parle d'intelligence artificielle, mais également économique, hein, bien sûr, puisque c'est une vraie proposition de valeur économique, politique, hein, parce que il y a aussi, bon, tout le monde a entendu parler des fake news, et géopolitique, puisque aussi bien les États-Unis avancent à une certaine vitesse et avec un certain axe, la Chine avance avec une grande vitesse et un axe probablement différent. On pourra y revenir si vous le souhaitez, et l'Europe au milieu qui essaye de garder un peu de valeur et être sûr que les industries et les services de notre cher continent vont profiter de ces avancées. On va voir que c'est pas facile, c'est un vrai challenge, mais on va y arriver, on est là pour ça. Voilà. Alors, donc, pour percer toutes ces craintes et pour vraiment les mettre à plat, on va faire passer une petite vidéo de deux personnes qui s'appellent Joshua Bengio et Yann LeCun, qui sont pas n'importe qui, puisqu'ils viennent d'obtenir le prix Turing 2019, qui est le prix Nobel d'informatique. Alors, on a de la chance parce que les deux parlent français pour deux raisons différentes. Joshua Bengio, c'est pas évident, mais il est québécois et il s'exprime très bien en français. Et Yann LeCun, le CTO de Facebook, est évidemment aussi français, breton comme moi, et qui a eu une grande carrière aux États-Unis, mais il est aussi au Collège de France, donc il est quand même resté proche de nos frontières. Bon, Marianne, si on peut, ou Marianne ou Marine, je ne sais pas qui lance la vidéo. Oui, je la lance. Je t'invite juste à couper ta caméra et puis je lance. C'est fait. 2 ans, maîtrise la physique, on l'appelle la physique intuitive, parce que l'enfant n'a pas des équations pour expliquer le monde physique qui nous entoure, mais l'enfant comprend les notions de base de la gravité, de pression, de force, sans avoir les mots pour le dire, mais intuitivement, il ou elle comprend tout ça, sans que jamais ses parents lui aient expliqué, donné des cours
poser des examens. Donc tout ça, ça se fait simplement par l'observation et l'interaction avec le monde. Il manque ce qu'on appelle le sens commun. Aux ordinateurs d'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on sait et qu'on ne communique pas verbalement parce que tout le monde le sait. Moi, je crois que les systèmes qu'on a aujourd'hui sont encore très peu intelligents. Donc on pourrait parler de stupidité artificielle plutôt que d'intelligence artificielle dans beaucoup de cas. Même s'il y a des prouesses qu'on met en valeur, quand on travaille tous les jours avec ces systèmes, on se rend compte à quel point ils sont limités, à quel point ils ne comprennent pas le monde qui nous entoure. Les intelligences artificielles d'aujourd'hui sont donc incapables de s'extraire du contexte pour lequel elles ont été programmées. Comme si notre monde était bien trop complexe pour être stocké dans une mémoire d'ordinateur. On n'a pas de machine à l'heure actuelle qui soit aussi intelligente qu'un rat, par exemple. C'est un peu difficile à se représenter, mais on a des machines qui battent les meilleurs humains au Go, mais ce sont des machines qui sont extrêmement spécialisées. On a des machines qui peuvent reconnaître sur une image des milliers d'espèces de plantes, et il y a très peu d'humains en fait qui savent faire ça. Donc, par certains côtés, ces machines ont des capacités surhumaines, mais en fait, ce sont des capacités très très pointues, et elles ont été entraînées pour ça, avec des bases de données énormes qui ont été collectées et étiquetées à la main. Si vous fermez les yeux et je dis « Pierre prend son sac et sort de la pièce », si vous avez le sens commun, il y a tout un tas d'informations que vous pouvez remplir simplement avec ces quelques mots dans lesquels vous savez que Pierre, d'abord, est une personne. C'est pas un caillou. Vous savez ça parce qu'il va sortir de la pièce, donc ça ne peut pas être un caillou. Il va probablement attraper son sac, tendre la main, fermer les doigts autour de la poignée du sac, marcher, se diriger vers la porte, ouvrir la porte. Une fois qu'il sera sorti de la pièce, il ne sera plus dans la pièce parce qu'un objet ne peut pas être à deux endroits en même temps. Il ne va pas voler, il ne va pas se désintégrer et réapparaître ailleurs. Il ne va pas attirer son sac par télékinèse. Donc toutes ces choses qui ne peuvent pas se passer, on sait qu'elles ne peuvent pas se passer parce qu'on connaît les contraintes du monde. Donc ça nous permet, à partir de ces quelques mots, en fait, de remplir une quantité d'informations absolument énorme sur la nature de ce qui se passe sans en fait avoir eu la moindre perception de la scène. C'est ça qu'on appelle le sens commun. Et la quantité d'informations apprises par les machines est très faible parce qu'elle est limitée à ce sur quoi on peut les entraîner avec de l'apprentissage supervisé. Et donc elles n'ont pas le sens commun, elles n'ont pas l'émergence de sens commun à cause de la faible quantité d'informations en fait, qu'elles ont engrangées dans leur apprentissage. Et pour qu'elles puissent engranger plus d'informations, il faut qu'elles puissent apprendre par elles-mêmes par observation. C'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Donc effectivement, pour acquérir ce sens commun, il va falloir que l'ordinateur vive lui-même des expériences comme nous on a vécu des expériences. Les chercheurs travaillent aujourd'hui sur un nouveau type d'apprentissage pour les machines. Un apprentissage dit non supervisé. Le principe est que la machine puisse apprendre toute seule comment fonctionne notre monde, rien qu'en l'observant sur Internet. En ingurgitant les milliards d'heures de vidéos disponibles en ligne, un algorithme pourrait-il faire émerger de lui-même notre fameux sens commun? Après la naissance de l'informatique, l'invention du concept de l'intelligence artificielle et ses victoires sur l'être humain, verrons-nous un jour apparaître une machine dont les capacités auraient atteint celles des hommes? Les experts l'ont déjà baptisée intelligence artificielle générale. Il est à peu près clair pour tous les gens qui sont dans le domaine qu'il est possible, théoriquement certainement, de construire des machines qui sont aussi intelligentes que les humains dans tous les domaines où les humains sont intelligents. La grosse question, c'est combien de temps ça va prendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très optimistes de ce côté-là, qui pensent qu'on a en gros résolu le problème et que c'est plus qu'une question de faire des machines un peu plus puissantes, etc. Il y a des gens qui pensent que ça va nous prendre des siècles. Et puis moi, je suis un petit peu entre les deux. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, il y a probablement plusieurs obstacles à franchir, dont certains qu'on voit, comme par exemple arriver à percer le secret de l'apprentissage non supervisé. Donc ça, c'est une des montagnes qu'on a à franchir avant d'arriver au but. Le problème, c'est que cette montagne cache toutes les autres. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien il y a de montagnes derrière. Et ça va peut-être nous prendre plus de temps que prévu, en fait, de franchir ces montagnes. Merci
merci à tous et Pierre. Merci à Yann Lequin et Josué Benjo, mais aussi merci à Arte qui nous a gentiment permis d'utiliser cette citation. On va dire que c'est une citation. Donc maintenant, on va revenir donc sur le sujet. Donc là, donc on a vu à la fois les challenges et les limites de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui. On va rester au Canada parce qu'ils sont à la fois un peu américains, ils ont la chance de parler de parler français, d'être aussi un peu proches de l'Europe sur le plan de l'éthique, etc. Donc les quatre, ça c'est la mission canadienne de l'IA, hein, les quatre grands domaines sur lesquels on attend une valeur socio-économique, hein, pas seulement économique, pas seulement sociale, socio-économique, création de valeur. Et donc ils les classent eux dans cet ordre. Premièrement, tout ce qui est santé, bien-être, personne, etc. C'est vrai que les avancées sont extraordinaires là-dessus. On va pas détailler puisque c'est pas forcément votre première préoccupation aujourd'hui. Le deuxième, bon, tout ce qui est nouveau modèle d'affaires, on a vu déjà tout ce qui est e-commerce, Internet, etc. Mais également, tout de suite après, l'industrie 4.0, et on va largement y revenir. Donc l'industrie, c'est probablement un des gisements de valeur socio-économique, on le répète, les plus importants pour les années qui viennent. Ensuite, ils mettent en 3 l'éducation, la formation, la citoyenneté, les communautés, etc. Bon, c'est aussi très important. Mais là aussi, bon, c'est pas forcément votre préoccupation aujourd'hui. Peut-être qu'en tant que citoyen, c'est très important, mais en tant que aujourd'hui sur le séminaire, c'est pas, on va pas trop appuyer sur cette partie. Par contre, ils mettent en 4 tout ce qui est urbanisation 4.0, tout ce qui lie le géospatial, l'environnement, les ressources naturelles, la ville, l'intelligence des transports. Ils mettent ça dans un grand concept global. Et ils ont raison, hein, parce que bien évidemment, la ville, si on parle de transport intelligent, bah évidemment, il faut qu'il y ait une ville intelligente autour. Si on a une ville intelligente, il faut qu'elle se place par rapport à la problématique des ressources naturelles et de l'environnement. Et ça, c'est ça qu'ils appellent l'urbanisation 4.0, qui inclut à la fois l'environnement, les ressources naturelles, la ville et les transports. Mais bon, on va pas, bien sûr, c'est un concept très vaste, très intéressant, passionnant, mais peut-être un peu trop vaste pour vraiment avoir des cas d'usage concrets, ce qu'on cherche à voir dans ce séminaire. Donc voilà, donc les 4 grandes sources de création vues par nos amis canadiens. Donc c'est déjà intéressant de voir ça. Alors, ça c'est la partie création de valeur socio-économique. Donc maintenant, il y a des mots qu'on utilise tout le temps. Hein, donc c'est quoi au point de vue technique l'intelligence artificielle? C'est essentiellement des mathématiques, de la statistique et beaucoup d'informatique. Donc, si on prend l'ensemble des techniques d'intelligence artificielle, donc en gros, il y a toutes les techniques d'intelligence artificielle qui comprennent à la fois le deep learning, le machine learning et tout ce qui est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique, qui est quand même notre bonne vieille culture du if then else, hein, c'est l'intelligence artificielle déterministe, hein, qu'on va retrouver dans toute l'informatique, on va retrouver aussi en industrie dans le command and control. Donc donc cette partie-là, je dirais que c'est la partie, je ne vais pas dire ancienne, puisqu'elle continue à évoluer et puis elle englobe la totalité des avancées. Donc, on a vu machine learning, qui est un sous-ensemble qui se base sur l'apprentissage, pour l'instant supervisé. Donc, Yann Lequin l'a bien expliqué. Donc, les machines vont apprendre à partir de corpus de données étiquetés. Hein, donc, on va dire, on va donner à bouffer à la machine un grand nombre d'images, et celles
pour lui apprendre à trouver un chat, on va étiqueter tous les chats de manière à ce que il va apprendre, la machine apprenne à ce que c'est qu'un chat, mais parce qu'on lui a dit ce que c'est, on lui a indiqué sur les images, on a étiqueté les images, donc comme l'a dit Liliane. Et à l'intérieur des techniques de machine learning, il existe la technique dont on parle le plus aujourd'hui, qui s'appelle le deep learning, qui est une des mises en œuvre des techniques de machine learning à base de réseaux de neurones. Bon, on peut revenir sur les réseaux de neurones si vous voulez. En gros, c'est des algorithmes en couches qui permettent justement, à la manière des neurones dans le cerveau, d'apprendre plus vite et de manière plus efficace à reconnaître un chat, par exemple. Mais pour l'instant, ces techniques de deep learning sont aussi des techniques d'apprentissage supervisé. Alors, on vient de parler de deep learning et de machine learning. Donc, bon, c'est mon opinion, il y a des gens qui ne la partagent pas, mais les grandes avancées depuis 2010 viennent bien évidemment de la mise à disposition des données. C'est ça qui permet l'apprentissage. C'est ça qui permet l'apprentissage et de générer la valeur que l'on trouve dans l'algorithme machine learning, deep learning. Donc on va s'intéresser aux données parce que c'est quand même clé. Bon, alors, là, on parle à l'industrie. Bon, il y a bien évidemment des sommes gigantesques qui ont été écrites sur les données personnelles. On va pas y revenir ici. Je pense que tout le monde est à, je dirais, un même niveau de connaissance sur les données personnelles. Donc, toutes les histoires avec Facebook récemment. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus parce que je pense que là, on enfoncerait des portes ouvertes, mais on pourra y revenir si vous le voulez. Donc, la partie données personnelles maintenant gérée par ce qu'on appelle le RGPD en français, GDPR en anglais. Donc en Europe, on a un règlement qui encadre l'utilisation des données personnelles, qu'elles soient bonnes ou pas, mais au moins c'est quelque chose. Et nos amis américains nous l'envient, et même notre ami Zuckerberg est en train, pour Facebook, de créer quelque chose qui ressemble un peu à ça. On va s'intéresser à des données qui sont plus proches de notre préoccupation aujourd'hui, en particulier une énorme source de données, qui sont les données qui sont issues des machines. On va voir sur plusieurs use cases, la machine pouvant être un véhicule, une perceuse, un tour, un automate dans un atelier de production, un drone, qui peut être aussi un fournisseur de données, une machine. Et aujourd'hui, il y a une chose qui est quand même très claire, bien qu'il y ait le RGPD sur les données personnelles au niveau de réglementation européenne, il y a une réglementation européenne très claire qui propose une libre circulation en Europe des données non personnelles, dont en particulier les données machines. À ne pas confondre avec les données ouvertes, donc les données ouvertes open data, tout le monde est au courant de ces initiatives d'open data, tous les gouvernements l'ont fait, beaucoup d'opérateurs de mobilité le font, on va y revenir longuement parce que c'est à la fois des avantages et des inconvénients. Donc les données ouvertes dans toute la partie mobilité as a service sont très importantes et la base de beaucoup de nouveaux services qu'on va pouvoir proposer. Il y a aussi des données commerciales. Aujourd'hui, on commence à voir des entreprises, Dawex par exemple, qui proposent à la vente des données commerciales. Dawex a fait a commencé son service sur la base, ils vendent des bases, au début c'était des bases de données de pneus, c'est-à-dire tous les pneus du monde sont référencés, donc c'est la base de référence des pneus, c'est les enchaînes Michelin qui ont fait ça, et maintenant autour de cette c'était demandé par beaucoup de monde, toutes ces données sur les pneus,
ils agrègent autour de ce corpus, on appelle ça un corpus, un grand nombre d'autres données. Vous irez voir sur leur site si vous le souhaitez. Et tout cela étant dit, donc on a bien sûr les données personnelles, les données machines, les données ouvertes, des données commerciales. Et tout cela, on le sent bien, peut créer de la valeur. On le voit comment ça crée de la valeur. On va donner des exemples précis tout à l'heure. Mais le questionnement, c'est la gouvernance. Comment on va pouvoir organiser cette libre circulation des données non personnelles dans le respect, bien évidemment, de la valeur, de la propriété intellectuelle, dans des relations gagnant-gagnant. Prenons un exemple entre dans une chaîne de sous-traitance, qu'elle soit aéronautique ou automobile, quelles sont les données qu'on va passer entre sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3 par rapport aux constructeurs, etc. Il y a on va y revenir tout à l'heure, mais il y a une gouvernance à organiser qui est ni sous forme de données ouvertes, bien évidemment, ni même sous forme de données commerciales, parce que c'est pas des marketplaces, c'est vraiment des relations gagnant-gagnant entre les différents acteurs du système. Là-dessus, on peut citer, bon, déjà, deux outils, hein. Bon, toujours Google Data Search. Aujourd'hui, Google a recensé tous les data, bien sûr, en open data, hein. Donc, si vous voulez sur Google, vous pouvez avoir accès. Bien sûr, il y a de nombreux autres portails qui référencent les données ouvertes. On pourra y revenir si vous voulez. Il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus, et à juste raison. Et je voudrais juste citer aussi une initiative sur laquelle notre plateforme TerraLab a adhéré, qui s'appelle Industrial Data Space, en anglais Peer-to-Peer Network of Trusted Data. C'est justement une association qui, de manière transversale, va tenter d'organiser le partage intelligent et respectueux de propriété intellectuelle et de confidentialité entre les acteurs industriels. On pourra y revenir si vous voulez aussi. Tout ça pour dire que donc il y a cette initiative transversale et bien évidemment les grands industriels de la donnée, les grands offreurs de services dans la donnée industrielle. On peut en citer deux, hein, Siemens avec MindSphere et 3Experience avec nos amis de Dassault. Donc eux, bien sûr, proposent aussi une gouvernance, mais à l'intérieur de leur silo de solutions. Donc, voilà, ça bouge beaucoup et il y a tout le monde sent qu'il y a de la valeur, mais bon, on va voir comment on peut y arriver. Et on va voir tout à l'heure dans les exemples. Alors, on passe à la suite. Donc là, ça c'est une slide sur le grand rêve de la data economy. Donc ça, c'est ce qu'on montre dans le projet de recherche et d'innovation. Donc la data economy, c'est un flux continu et bidirectionnel de données depuis le design, à travers la fabrication, jusqu'aux produits dans leur utilisation courante. C'est la vision qui existe. On pense que les industriels y adhèrent. On voit par exemple, on va voir tout à l'heure que dans tout ce qui est aerospace, ils y croient et ils le mettent en place. Un peu plus difficile dans l'automobile, on y reviendra. Pourquoi pas l'électroménager, pourquoi pas des industries plus pointues. C'est une vision qui commence à être partagée avec bien évidemment la gouvernance qui va derrière. Donc maintenant, on va passer à la suite. Alors, l'usage. Alors, là, on va revenir un peu sur l'interactivité. Donc, on va rentrer dans le concret. Donc, j'ai préparé 4 cas d'usage, mais bien évidemment, le temps étant imparti, étant presque déjà révolu. Quels sont les votes pour insister plus ou moins sur les... Alors, j'ai un vote pour véhicule autonome, 2 votes
maintenance prédictive, véhicule autonome 2, masse. Bon, donc c'est assez réparti. Bon, je vois pas de vote sur l'évaluation virtuelle, donc maintenance prédictive 3. Ah ouais, voilà, on va donc passer un peu plus de temps sur la maintenance prédictive. Ok, ben écoute, voilà, on va en rester là sur le vote et on va passer vraiment au sujet. Ah bah oui, mais je suis revenu au début là. Tu m'as remis au début. Bon, alors là. Ah non, non. Voilà, c'est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Donc, bon, déjà, on va passer un peu de temps sur le véhicule autonome, bien sûr, hein, c'est quand même le cas d'usage le plus évident aujourd'hui, au moins médiatiquement. Bon, on va quand même citer le grand offreur Waymo, parce que les gens ne connaissent pas Waymo, ils connaissent Google, mais maintenant il s'appelle Waymo. Le véhicule autonome de Google s'appelle Waymo. Bon, il y a aussi Uber qui est assez connu. Bon, il commence à y avoir des expérimentations avec beaucoup de médiatisation, des questionnements éthiques également. Bon, on pourrait passer du temps si vous voulez, mais bon, le véhicule autonome existe et nous l'avons rencontré. Maintenant, ce que c'est qu'un véhicule autonome, hein, bon, là, c'est un exemple typique d'intelligence artificielle, avec toujours l'accent mis sur la captation des données. Un véhicule autonome, c'est d'abord un énorme capteur multisource qui va mettre en œuvre des caméras, des sonars, des lidars, des caméras tout court, et accumuler un grand nombre de données. Et on le répète, pourquoi Google a fait rouler quelques millions de kilomètres à ses voitures dans le Silicon Valley et ailleurs? Parce que, a priori, au départ, c'est vraiment pour l'apprentissage. Il faut que l'algorithme reçoive suffisamment de données pour pouvoir ensuite nourrir les actuateurs quand on va mettre en route le véhicule. On a entraîné les modèles, maintenant il faut exécuter le modèle. La première phase, ça a été de capter des milliards de données, des pétaoctets de données sur les routes, sur le trafic, sur le comportement des algorithmes, etc., pour pouvoir, lors de la conduite autonome, pouvoir utiliser ce modèle sur les actuateurs, hein, c'est-à-dire donc le volant, les freins, les clignotants, tout ce que vous voulez qui permettent justement de faire la conduite. Donc aujourd'hui, donc on voit bien que c'est un exemple typique, hein, qui a tiré son intelligence d'un apprentissage gigantesque de données qui sont pratiquement pas, on peut discuter c'est ce qu'il y a des données personnelles ou pas, mais bon, pratiquement 90% ne sont pas des données personnelles. Donc ça c'est le principe. Alors maintenant, au point de vue valorisation, donc il y a peut-être des gens du groupe PSA. Donc Monsieur Tavaré a dit il y a très peu de temps, aujourd'hui, le groupe PSA n'ira jamais que jusqu'au niveau 3. Hein, le niveau 3 dans la classification SAE d'autonomie. Donc on est 0 no automation, 5 c'est full automation sans avoir un humain dans la boucle. Donc de plus en plus personne ne pense que le niveau 5 sera atteint un jour ou devrait être atteint un jour, parce que après, il y a des tas de responsabilités, notions de responsabilité, etc. Donc, le 5, il est peut-être pas forcément atteignable. Bon, Carlos Tavares a dit que au niveau du niveau 3, les gens qui pourront se payer un véhicule au-delà du niveau 3, en fait, ils n'ont pas besoin de conduire parce qu'ils sont déjà assis sur le siège arrière et il y a un chauffeur qui les conduit. Donc voilà, donc c'est la position de Tavares aujourd'hui. Donc voilà, donc
un petit peu d'eau froide dans le système. Bien évidemment, nos amis américains vont continuer à avancer là-dessus, mais est-ce qu'il y a une vraie économie aujourd'hui? En tout cas, la réponse de PSA, c'est très très mitigée. Voilà. Donc ensuite, on va faire un autre use case qui est aussi complètement nourri par les données. Alors là, c'est très intéressant parce que aussi bien dans le véhicule autonome, les données sont générées par le véhicule lui-même, hein, donc c'est un peu une boucle fermée. Autant dans la mobilité as a service, ce cas d'usage qui est aussi un des fleurons de l'intelligence artificielle et du big data, on va voir que les fournisseurs de données, pour ça que c'est d'attaquer le sujet sur l'angle des données est très intéressant, sont extrêmement nombreux, variés et de positionnements différents. On va avoir des acteurs du Blablacar, on va avoir des partages de véhicules, on va avoir du Drivey, on va avoir des flottes comme Uber ou d'autres. On va avoir aussi les opérateurs. Donc là déjà, ça c'est plutôt de type nouveaux services. Hein. Les opérateurs de tout ce qui est multimodal transport, hein, le STIF, la RATP, SNCF, etc., etc. Donc c'est des acteurs historiques hein, qui eux aussi ont des données. On leur demande de mettre ces données en open data, mais on va essayer de conclure ensuite sur la nature de toutes ces données et la valeur de toutes ces données dans le domaine de la mobilité as a service. Donc, un autre acteur qui sont les opérateurs de transport. On a tout ce qui est parking, etc. On a bien évidemment les collectivités, les gens qui gèrent le trafic, hein, qui vont peut-être contrôler les feux, qui vont peut-être imposer des limites de vitesse, qui vont avoir une action réglementaire au sens très général, qui comprend même les feux tricolores sur le trafic, et qui ont besoin aussi de partager des données. Et bien évidemment des aspects santé, des aspects de e-gouvernement qui vont venir par-dessus. Et ça, c'est en se centrant sur la mobilité, sans aller aussi loin que nos amis canadiens qu'on a vu tout à l'heure, qui étendent ensuite le système sur non seulement la mobilité, mais la ville, mais l'environnement et même quelque part l'urbanisation globale du territoire. Donc ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Alors revenons sur IA as a service dans le domaine de là, je suis en train de dépasser mon temps, mais on va y arriver quand même. Dans le domaine. Donc, on voit un mélange à la fois de données privées, de données, je dis pas de données propriétaires, hein, parce que tous ces acteurs, ils ont créé de la donnée, elle a peut-être une certaine valeur, des données publiques, de l'open data, un certain nombre de données qui pourraient être stratégiques, hein, par exemple tout ce qui contrôle du trafic, ça pas forcément à mettre dans toutes les mains, et la mobilité de service qu'on appelle MaaS, à mon avis, c'est un avis personnel, elle va être freinée par deux problèmes. Le problème de l'énorme hétérogénéité de la gouvernance de données, avec une puissance, une tendance à mettre le maximum de choses dans l'open data, mais néanmoins des zones de données qui sont pas forcément qui est pas forcément utile ni même souhaitable à mettre en open data, et également un problème de business model, parce que quelque part après, comment répartir la valeur entre ces nombreux acteurs, ça va être assez compliqué. Donc on pourra y revenir si vous voulez, je vais pas y aller plus loin. Mobilité as a service, beaucoup de promesses, beaucoup d'envie, mais également des points de blocage qui sont la gouvernance des données au sens large et le business model. La prochaine, voilà, on m'a demandé de faire de la maintenance prédictive. Ça, j'adore parce que c'est vraiment un truc
là où on comprend vraiment bien comment dans l'industrie on peut avoir de la valeur sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une slide Hitachi. Donc, c'est une slide commerciale, mais il l'explique très très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent Hitachi? Bon, Hitachi, mais évidemment, ils font des systèmes de climatisation, tout le monde le sait. Hein. Donc voilà, on a le système de climatisation au centre du jeu, là. Il est là. Voilà, hein, voilà le système de climatisation. Donc, le système de climatisation, il doit être optimisé. Et quelque part, il doit être aussi, on doit aussi, dans l'optimisation du système de climatisation, il y a évidemment la maintenance. Mais pas seulement, il y a aussi le fonctionnement lui-même. Donc, quelle est la chaîne de valeur qui va permettre à l'IA de valoriser justement et d'améliorer le fonctionnement du climatiseur, qui peut être un climatiseur de centrale frigorifique. Quand j'étais sur la route en Bretagne, il y avait toutes les usines de surgelés. Bon, ça en fait partie aussi. Hein. Donc aujourd'hui, bien évidemment, et depuis toujours, ces unités de climatisation sont contrôlées par une boucle de rétroaction courte. Bon, en anglais, command and control ou automation. Bon, ça fait des lustres que ça existe. Donc tout ça, ça fonctionne depuis très longtemps et ça s'améliore en permanence. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va amener dans tout ça? Donc, on va revenir à la création des données. Donc, tous ces climatiseurs, ils sont équipés de capteurs dans tous les sens qui, en automatisme, vont capter des températures, des pressions, des flux, etc., et qui vont optimiser le processus en temps réel avec ces capteurs. Donc l'idée que ces capteurs, on va dériver l'information des capteurs vers ce qu'on appelle un lac de données sur le cloud. Sur le cloud, à tout seigneur tout honneur, là, c'est nos amis de Microsoft qui proposent le cloud pour Hitachi. Très bien, pas de problème. Donc, sur le cloud, on va remonter. Alors, ça s'appelle Edge. C'est un Edge Computing. Qu'est-ce que je remonte sur le cloud pour contribuer au lac de données. Donc, ici, alors, et ça, c'est très important, un concept super important, dans le lac de données, hein, donc à partir de toutes les données qu'on a accumulées à partir des capteurs de production, on va construire ce qu'on appelle le jumeau numérique, Digital Twin. Donc, on va refaire un modèle qui va reproduire de manière artificielle le processus physique qui est ici, et ce qui va permettre deux choses. Il va permettre deux choses. Premièrement, de continuer des optimisations qui seraient proposées par des techniques de machine learning. Hein. Il y a des moments où l'installation a bien fonctionné, donc on va dire quel était le réglage des capteurs à ce moment-là, en fonction des conditions atmosphériques, donc voilà, il y a des propositions d'amélioration du processus, et également, dans le cas de panne, par exemple, d'avoir tout un historique et de manière de pouvoir aussi prédire les pannes et régler les schémas de maintenance en fonction de ça. Et donc, à partir du jumeau numérique, on fait deux choses. On va, premièrement, mieux connaître le processus et pouvoir rétroactivement venir sur, ici, add new rule, ici, add new rule, voilà. Ça c'est super important, add new rule, de pouvoir optimiser le processus physique et le command and control. Add new rule en termes d'optimisation physique, hein, quel capteur, comment je vais régler mon command and control pour être plus optimisé, et bien sûr d'avoir une maintenance prédictive plus efficace. Donc là, ça c'est un exemple vraiment très intéressant sur la maintenance prédictive. Je vais terminer ici parce que je vais me faire gronder. Voilà. Donc ça c'est la maintenance prédictive. Et alors il y a des use cases, on a vu que c'était pas forcément ce qui était plus intéressant chez vous.
Mais il faut quand même le citer parce que ça, c'est vraiment c'est une ouverture extraordinaire qui est dans les chaînes de sous-traitance, en particulier les avioniques. On va se caler sur tout ce qui est aérospace, etc. Aujourd'hui, bon, on connaît les relations entre les différents sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 25. Prenons un exemple chez Airbus. Les besoins d'homologation importants de chaque pièce. Donc là, il y a un programme qui est lancé par Airbus pour faire en sorte que ce soit plus des pièces physiques qui soient homologuées, mais les jumeaux numériques des pièces qui permettent de justement avoir des processus d'homologation plus rapides et surtout, on pourra y revenir des heures carrées, et surtout avoir alors en anglais, time to market plus intéressant et des réductions de coûts, des réductions de temps de cycle et en même temps une augmentation de la qualité. Alors, ils en cherchent, il y a beaucoup d'espoir sur la certification virtuelle dans le monde de l'aéronautique et également dans le monde de la route. Hein. Là, on a un exemple chez Aldex avec des semi-remorques et également dans le monde de l'automobile puisque Airbus étant un peu central dans l'aéronautique, il a pu le faire un peu tout seul dans l'automobile. Donc, il y a des initiatives aussi bien en Allemagne qu'en France autour du Gallia, je sais pas où vous connaissez le Gallia, qui vont aussi dans ce sens, mais quand même avec des techniques, c'est un peu moins mature. Voilà. Donc voilà, tout ça, j'espère que ça va vous donner plein d'idées de POC à faire dans votre environnement. On va en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est une proposition qu'on va monter ensemble avec Carnotto sur la base de ce qu'on a vu, les Challenge Flash. Donc les Challenge Flash, c'est d'abord vous aider à concrétiser votre cas d'usage, de voir la valeur en fonction de vos KPI que vous allez proposer. On peut vous accompagner techniquement, on peut vous accompagner avec des plateformes dont TerraLab, mais il y en a d'autres. Et également, on peut trouver des financements, on peut vous aider à trouver des financements pour ces preuves de concept, hein, parce que c'est quand même, on reste au niveau des preuves de concept. Donc, la mise en œuvre, on a donc bien sûr des instruments Carnot qui sont plus des instruments en nature, donc du conseil, du support, des plateformes, de l'accompagnement. Au point de vue financier, donc il y a la région, en particulier les régions Paris-de-France et régions Atlantiques qui se positionnent sur des packs, ce qu'ils appellent PAC IA, donc pour l'accès à l'IA, c'est en train d'être mis en œuvre. J'y participe, donc je sais que ça existe. Donc ça aussi, ça peut être mis en œuvre. Et également, là aussi, j'y participe, mais des financements européens, dont le mot clé, la famille de financement s'appelle du cascade funding, donc qui sont des mini-financements de l'ordre de 60 à 100 cas dédiés aux PME. Je ne vais pas les citer tous parce qu'il y en a une centaine, mais ici, vous avez le lien du blog de nos amis de Funding Box qui ont recensé et qui recensent en permanence les appels ouverts sur ces trucs-là. Bon, j'ai personnellement accompagné plusieurs PME à la fois françaises et allemandes dans ces financements. Bon, ça marche. J'ai vu accompagner une entreprise de mécanique de précision du plateau de Buc et également des Allemands qui faisaient des inventaires de magasins de logistique avec des drones indoor. Donc c'est très très différent, mais on trouve des financements pour des gens très très différents. Voilà. Je vous remercie. Je crois que c'est la dernière slide. Voilà, c'était la dernière slide. J'ai presque tenu les temps, mais
si on va pas, voilà. Bon, vas-y, maintenant, Marianne, tu peux reprendre, si tu veux. Merci beaucoup Pierre, merci à tous. Donc je vous invite à poser vos questions dans le chat. Moi je vais en profiter pour poser une ou deux questions qu'on a eues en avance. Justement parmi les 4 cas d'usage que tu as présentés Pierre, quel est celui qui est le plus, sur lequel tu es le plus souvent consulté? Tu m'entends Pierre? Ah oui, c'est à moi que tu poses la question. Oui. Aujourd'hui, je dirais que c'est la maintenance prédictive en PME industrielle, ça marche bien. La gouvernance de données globale aussi, parce que c'est des questions qui se posent beaucoup. Là, la boîte de mécanique du plateau de Buc, c'était justement dans l'univers Airbus, hein, puisque c'est un fournisseur de Safran, d'Oudrich, etc. Donc, il y a de plus en plus de perméabilité dans les données. Bon, bien sûr, il faut respecter la confidentialité, les prix, la propriété intellectuelle, etc. Mais bon, il y a une forte demande d'accélération de ces échanges de données. Ça, c'était et sur pour par exemple les drones, c'était un peu du niveau du véhicule autonome, puisque c'est quelque part de voir comment on pouvait améliorer l'apprentissage de la géographie, de la topologie, de l'anthropologistique, pour que le drone il marche mieux, il se positionne mieux, il fasse son boulot pour aller scanner les barcodes au bon endroit le mieux possible. Donc là, c'était vraiment d'apprentissage. C'était vraiment du machine learning. Et ça, ce sont des études qui sont finançables dans le cadre des dispositifs que tu as présentés? Justement, je les cite parce que les deux ont été financés par les fonds européens parmi les 100, il y en a une qui s'appelle MIDI, dont je m'occupe particulièrement, et il va y avoir un open call avant cet été, là aussi, où on pourra placer un certain nombre de preuves de concept dans le tuyau de ce projet MIDI. Mais il y en a 10 autres qui sont candidats. Il faut vraiment rencontrer les entreprises, voir quel type de POC on va pouvoir mettre en œuvre, et en fonction de ça, on regarde les financements qui peuvent être sur de la région. La région, c'est pas encore ouvert. Pour ça que c'est pas encore ouvert. Ça va être ouvert très bientôt, mais c'est pas encore ouvert. Par contre, au niveau européen, il y a un grand nombre d'appels ouverts en fonction de la problématique particulière du POC. Voilà, ça peut être de l'AI, mais ça peut être aussi, par exemple, de la fabrication additive, ça peut être des matériaux intelligents, ça peut être si vous avez un bon POC, on trouvera le financement, ça je vous le garantis. Ok, merci Pierre. Et du coup, le Challenge Flash, ça peut être un bon moment pour discuter avec les experts et présenter le projet? Évidemment, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Donc c'est là, en fonction du POC, on regardera, on va le qualifier et on pourra dire le financement plutôt région ou plutôt Europe, en fonction aussi des dates, du planning. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur un POC dans le domaine de la distribution des fluides. Je citerai pas la société. Et là, ça fait déjà 2-3 réunions et on commence à converger justement sur plutôt un appel région ou si on y arrive, parce qu'il y a une notion de timing avec un autre appel Europe, donc financer, alors 60 000 à 100 000, ça va pas financer la totalité du POC, il y a un cofinancement à trouver, toujours, mais ça marche bien et c'est des bonnes dynamiques qui existent partout en Europe. Dans le call où j'ai financé la boîte de Buc, là, il y a eu 16 bourses qui ont été données sur 6 pays européens différents. Je vais simplement vous donner de nouveau la date du Challenge Flash, donc le 6 mai.
2019. Et puis, vous avez vu aussi donc l'email de Carnoto. Là, si jamais vous voulez prendre contact suite à ce webinaire. Alors, on a eu la question, Pierre, de savoir si les slides étaient disponibles. Est-ce qu'on peut transmettre les slides aux participants? Ah bah, bien sûr, oui. Mais de toute façon, tu as enregistré le webinaire aussi. Oui, donc le webinaire est enregistré, les slides vont être transmises. Donc voilà, vous aurez les contacts aussi des intervenants pour suivre vis-à-vis de ce webinaire. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Et puis, on vous dit à bientôt, peut-être pour un prochain webinaire de Carnoto. Merci Pierre et merci Gérard.